Chandler Nenelli, chez Cobala. Et tout d'abord, je vais vous passer une communication. 12 jours après l'attentat de Nice, une nouvelle attaque terroriste a été perpétrée ce matin. En effet, la prise d'otage intervenue au cours d'une messe célébrée en l'église de Saint-Étienne de Rouvray a fait au moins 4 victimes. Un prêtre a été égorgé et 3 autres personnes ont été blessées, dont une grièvement. En hommage à ces victimes et en solidarité avec leur famille, je vous invite à observer une minute de silence. Le glas de l'église Saint-Vincent sonnera également dans quelques minutes pour se joindre à notre hommage. Je vous remercie. Merci. Concernant les pouvoirs qui nous ont été remis, donc Mme Nathalie Camacho-Satic donne pouvoir à Nicole Dutouri, M. Harissa Camblon donne pouvoir à M. Michael Lissal, M. Jean-Michel Bérat donne pouvoir à M. Pascal Destruo et Mme Sylvie Rassa-Restomba donne pouvoir à Mme Evelyne Zubieta. Concernant donc, la lecture du compte rendu de la séance précédente, je passe la parole donc, à Christelle Casalis. Compte rendu la réunion du conseil municipal du mercredi 29 juin 2016 à 18h30. L'an 2016, le mercredi 29 juin à 18h30, s'est réuni le conseil municipal sous la présidence de M. Gauthier Essenaro, maire. Étaient présents M. Essenaro, maire, Mme Kerry Contenson, M. Tranché, Mme Dutouri, M. Irasusta, M. Lissade, Mme Casalis, Mme Polalek, M. Armabarena adjoint, Mme Camacho-Satic, M. Dobas, Mme Arsolé-Pena, M. Durando, Mme Arambourg, M. Dias, Mme Munoz Adouriaga, M. Bourouille-Parège, Mme Kobele-Kwena, M. Flucha, Mme Varela, Mme César, M. Béra, Mme Duaret-Chenosia, M. Pufocon, Mme Soubieta, M. Balasategui, M. Destruyo. Était excusée Mme Le Gardinier qui donne procuration à M. Lissade, Mme Vesga Sorando qui donne procuration à M. Essenaro, M. Jean Santi qui donne procuration à M. Tranché, M. Camblon qui donne procuration à Mme Varela, M. Tena qui donne procuration à M. Irasusta, Mme Irassa Restomba qui donne procuration à Mme Soubieta. Secrétaire de séance, Mme Casalis, le quorum de l'Assemblée étant atteint, M. le maire ouvre la séance et fait procéder à la lecture du procès verbal de la réunion du 24 mai 2016 par Mme Christelle Casalis, désignée en qualité de secrétaire de séance. Ce document mis aux voix est adopté à l'unanimité. L'ordre du jour est ensuite abordé sur rapport de M. Richard Irasusta, Fonds de solidarité, logement et énergie, participation 2016, adopté à l'unanimité. Sur rapport de M. Frédéric Tranché, taxe de séjour, approbation, adopté à l'unanimité des suffrages exprimés, 7 abstentions, Mme Irassa Restomba, M. Béra, Mme Duaret-Chenosia, M. Pufocon, Mme Soupieta, M. Balasategui, M. Destruyo. Transfert de la compétence tourisme, rapport de la SCLECT, Commission locale d'évaluation des transferts de charges, approbation, adopté à l'unanimité. Surveillance des plages 2016, 2017 et 2018, convention commune, service départemental d'incendie et de secours, SDIS, des Pyrénées-Atlantiques. Adopté à l'unanimité. Sur rapport de Mme Christelle Casalis, Guiltaradé 2016, tarif, adopté à l'unanimité. Sur rapport de Mme Nicole Dutouri,
du rapport de Mme Nicole Butori, marché de fourniture et livraison de repas en liaison chaude pour restauration scolaire et accueil extrascolaire, désignation de la tribu R, adopté à l'unanimité. Sur rapport de Mme Chantal Thierry-Contenson, communauté d'agglomération Sud-Pays Basque, fonds de concours 2016, adopté à la majorité, 7 votes contre, Mme Irassa Restomba, M. Béra, Mme Duret-Tchénossia, M. Pufocon, Mme Soubieta, M. Balassategui, M. Destruno. Travaux, point d'arrêt, participation financière, adopté à l'unanimité. Travaux de marquage routier de signalisation horizontale, constitution d'un groupement de commandes, adopté à l'unanimité. Convention de commaîtrise d'ouvrage avec le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, adopté à l'unanimité. Lotissement machiténien, dénomination de la voie, adopté à l'unanimité. Questions diverses. L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le maire remercie l'Assemblée et lève la séance à 19h30. Bien, je vous propose de voter cette délibération. Qui l'accepte? Vote contre? Ou s'abstient? Je vous remercie. Nous rentrons donc dans l'ordre du jour. Première question, c'est un compte rendu aux décisions du maire. Donc je vous explique. Ce n'est ni plus ni moins que le détail, un petit peu les commentaires d'un document qu'on vous remet habituellement sur table, qui vous donne le détail notamment des listes de renonciation au droit de préemption. Donc à l'application des dispositions de l'article L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, le maire rend compte des décisions suivantes prises en vertu des délégations accordées par délibération du Conseil municipal des 28 avril 2014 et 7 janvier 2015. Donc sur une délibération sur une décision 035-2016, autorisation d'ester en justice dans le cadre du recours présenté par la SARL CELAI. Donc opération 36-2016, autorisation d'ester en justice dans le cadre du recours présenté par l'association des parents d'élèves d'Andaï. 037-2016, Gymnase Irandas, réhabilitation du mur d'escalade, marché de travaux, donc c'est une procédure adaptée, passée avec la société entre entreprises pour 18 544 € hors taxe. Voilà, donc les renonciations à l'exercice du droit de préemption de la commune sur 13 mutations foncières se sont élevées à 2 574 100 €. Sur cette question, il n'y a pas de vote, c'est juste une information. Oui, M. Destrugo. Oui, monsieur le maire, chers collègues, bonjour. Nous sommes très surpris de cette délibération qui nous informe que vous avez pris la décision avec votre majorité d'ester en justice, ce qui signifie agir en justice en tant que demandeur ou défendeur de l'association des parents d'élèves de l'école de la ville. Nous demandons ce qui a pu provoquer une telle décision de votre part. Nous attendons ici une explication claire et nette. Comment est-il possible que l'argent public serve à mettre en justice des concitoyens endeuillés parents d'élèves? Vous avez participé à faire capoter le projet Cache-Tola de l'ancienne municipalité, projet qui présentait l'avantage d'être clair, projet qui aurait permis, à coût quasi équivalent, de loger les enfants des Cache-Tola-Pauchou dans des conditions de travail optimales, et ce dans un délai bien plus raisonnable. Tout cela à des fins électorales, qui sème le vent récolte la tempête, dit le dicton. Le plan B que vous aviez en tête et que vous avez imposé oppose une école à une autre, crée des méfiances et des rancunes, pour en arriver à diviser la population andaillaise. Comment est-ce possible d'en être arrivé à ce point, sachant que nous avons tous le même objectif, donner un toit décent aux enfants de Cache-Tola? Au final, nous savons tous que ce sont les mêmes fonds qui sont utilisés au financement des deux projets, Cache-Tola Machiténien ou Cache-Tola Réhabilitation de la ville. Monsieur le maire, votre projet apparaît clairement aujourd'hui comme un dossier mal ficelé. D'une part, il ne fait pas le consensus parmi l'ensemble des intervenants et vous vous refusez à recevoir une des parties afin de lui donner des explications, et ce malgré ses demandes récurrentes. D'autre part, parce qu'il dépasse le budget initialement prévu à 1 350 000 € en se rapprochant à grands pas des 2 millions d'euros. Vous avez souhaité baptiser cette école du nom de Jean Jaurès, que vous appréciez à juste titre et que vous aimez à citer. Ce même grand homme a dit un jour, de juillet 1903 à Albi, dans son discours à la jeunesse, « Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. » Alors oui, monsieur le maire, dites-nous toute la vérité ici aujourd'hui dans cette salle du conseil municipal. Dites-nous pourquoi vous ne souhaitez pas collaborer et informer les parents d'élèves de l'école de la ville sur le projet de réhabilitation de l'école. Dites-nous pourquoi vous ne vous êtes jamais déplacé en personne pour leur expliquer le projet de vive voix. Dites-nous pourquoi vous ne leur avez pas remis en mairie alors qu'ils se sont déplacés à maintes reprises
les documents relatifs à la bonne compréhension du projet dans son ensemble. Comment est-ce possible d'opposer à ce point nos concitoyens? Plus que jamais, nous avons besoin de solidarité, de compréhension et de consensus pour aboutir dans les projets quels qu'ils soient. Monsieur le maire, il fallait trouver une solution pour reloger les enfants de l'Ikachtola. Nous n'allons pas refaire l'histoire. Vous avez optimisé sur un projet. Il est maintenant de votre responsabilité de l'expliquer à toutes les parties prenantes en présence, sans distinction, parents d'élèves Ikachtola, parents d'élèves de la ville, et ce, en toute transparence, afin de réussir leur cohabitation et assurer l'avenir scolaire de tous les enfants dans de parfaites conditions. Voilà l'engagement et la décision que vous devez prendre ici, ce soir, dans cette salle du conseil municipal. Je vous remercie de votre attention. Bien, M. Desflou, vous souhaitez reprendre des débats qui ont duré quelques mois, quelques années. Nous n'allons pas faire une synthèse en 10 minutes d'un débat qui a duré quelques années. Simplement rappeler, Machitenia, ce fut un échec. Machitenia, ce fut une interdiction. Machitenia, ce fut de l'illégalité. Et nous avons encore des dossiers sur Machitenia qui peinent encore, je dirais, à passer avec certains propriétaires. Et pour être un peu pudique, je m'en arrêterai là. D'accord ? Ensuite, sur le reproche que vous voulez faire, parce que comme toujours, bien sûr, ce n'est que ciblé, ce n'est que sectaire, ce n'est que très, je dirais, très ciblé, très peu partagé finalement, concernant les parents d'élèves. Les parents d'élèves, nous les avons reçus. Je les ai reçus au début du programme, ici dans mon bureau. Voilà, donc effectivement, les parents d'élèves de l'école publique, d'abord, bien sûr, dans l'ordre, ont manifesté leurs inquiétudes. Leurs inquiétudes qu'on pouvait trouver légitimes sur la sécurité, sur la place qu'on leur concédait, sur les moyens qu'on allait leur attribuer. Et nous leur avons uniquement expliqué que dans notre projet aujourd'hui, il y avait davantage pour l'école publique et il y aurait de la place pour l'Ikachtola. Je rappelle que dans cette école-là, il y a toujours eu 19 salles et classes. Que pendant une quinzaine d'années, uniquement 9 salles et classes sont utilisées. Que nous sommes sur une école communale, publique, qui demain restera communale publique. Que par ailleurs, nous avons des élèves dans des bungalows qui sont situés à Uru, quartier de Béouli, pour lesquels effectivement les jours sont comptés, puisque à 1 an, à 2 ans, la municipalité d'Uru nous fait savoir aussi qu'ils auraient notre projet. Dans ce cadre-là, et s'agissant d'élèves qui sont tous des endeuillés, nous avons pensé quand même, dans le cadre aussi de mutualisation de locaux, mutualisation de moyens, comme nous l'avons fait pour le clubhouse du stade d'Anderlecht, comme nous l'avons fait pour le clubhouse, je dirais, du parc du port de Plaisance, comme nous l'avons fait pour les locaux d'Andaïka, etc., etc. À partir du moment où la commune a de moins en moins de moyens, il nous a semblé rationnel, et bien plus que rationnel, de faire en sorte que l'on puisse se retrouver en cœur de ville, dans le cadre d'un projet de revitalisation de la ville. Et pour ceux qui connaissent, mais vous ne l'avez pas connu à l'époque, dans cette école, il y avait plus de 400 élèves dans cette école. D'accord ? Moi, j'y ai fait de ma maternelle jusqu'à ma classe de 3e. Donc forcément, en mixte, on était plus de 400. Et aujourd'hui, on essaie de créer de faux problèmes pour accueillir 180 élèves de l'école publique et 90 élèves de l'école de l'Ikachtola. Donc ça, forcément, les parents ne l'ont pas tous entendu, parce que je pense qu'ils sont une minorité aussi à ne pas l'entendre. Sachez quand même que nous avons toujours bouclé, à tout moment, avec Madame l'inspectrice de l'Éducation nationale notamment, qui nous a donné son feu vert. Et aujourd'hui, nous avons des dirigeants de l'Ikachtola qui sont satisfaits de ce qu'on va leur proposer. Et je suis intimement convaincu que demain, puisque les travaux ont commencé il y a une semaine à peu près, que demain, c'est-à-dire en 2017, à la rentrée 2017, les parents d'élèves, et y compris les nouveaux parents d'élèves, vont découvrir l'école la plus ancienne du centre d'Andaï, celle de la ville, qui va être réhabilitée, et pas, comme certains veulent dire, ponctuellement pour les besoins de l'Ikachtola, c'est pas vrai, puisque nous révisons à la fois toute l'accessibilité, la sécurité, les sanitaires, les réfectoires, l'ascenseur. Donc effectivement, des moyens, encore une fois, plus pour l'école publique, plus pour l'Ikachtola, et tout ça dans des locaux existants. Quand les chiffres sont annoncés, forcément, mais ça m'étonne de vous quand même, parce qu'à un moment donné, on parle d'1 350 000 hors taxes,
on arrive à 1 800 000 TTC, on oublie qu'au milieu, il y a eu des travaux imposés d'amiante, c'est une école dans laquelle il y a beaucoup d'amiante. Il y a eu aussi un engagement de télé, à la demande d'ailleurs en particulier des parents de l'école de la ville, qui ont souhaité que l'on travaille sur ce chantier en toute sécurité. Et pour travailler en toute sécurité, il y avait une seule solution, c'est de faire le processus le plus gros, le plus dangereux, le plus impressionnant, pendant que les élèves ne sont pas à l'école, c'est-à-dire pendant les congés. Et faire travailler les entreprises pendant les congés, c'est également un peu plus cher. Voilà, M. Destruyo, ce que je peine à vous dire à aujourd'hui. Merci pour votre explication. Bien. Je propose cette... non, il n'y a pas du tout. Non, c'est un compte rendu. Donc, deuxième question à l'ordre du jour. C'est une donation. La deuxième, en tout cas, quand j'étais maire, il y en avait une dans le mandat précédent, il y en a une nouvelle aujourd'hui. Et ce sont des gens du quartier, apparemment de bons amis. En tout cas, je l'interprète comme tel. Donc, par rapport à la mairie, bien sûr. Monsieur Aranguren Dominique, demeurant 66 rue de Sauvernois, a décidé de faire donation à la commune de sa propriété composée d'une villa construite sur un terrain de 751 mètres carrés. Le service du domaine a été consulté conformément à la loi et a estimé ce bien à 267 000 euros. Monsieur Aranguren a soumis cette donation à deux conditions. Premièrement, M. Aranguren continue à disposer de sa maison aussi longtemps que son état de santé lui permet de vivre seul. Deuxièmement, le jour où son état de santé nécessiterait une admission en maison de retraite, à la première demande, la commune assurera l'intégralité du coût de séjour dans l'établissement, et ce, aussi longtemps qu'il y demeurera. La commune s'engage à accepter ces deux conditions. Il vous est donc proposé aujourd'hui d'accepter la donation faite par M. Aranguren Dominique à la commune, aux conditions subventionnées, et il est précisé que Maître Patoire, notaire en Daille, est chargé d'établir les formalités notariales. Oui. Bonsoir. Monsieur Faucon. Bonsoir, merci. Tout d'abord, je tiens à féliciter M. Aranguren qui fait ici preuve de générosité en faveur de la communauté tout en se rassurant intelligemment une place à la maison de retraite. J'estime même que c'est quelque chose que la mairie devrait proposer de facto à toute personne désirant léguer de la sorte son bien immobilier à la commune. Surtout quand on sait la difficulté actuelle et surtout future à trouver des terrains dans le but de respecter la loi SRU imposant de disposer de 20% de logements sociaux. Et même depuis la loi Duflot 1 datant de 2013, il en faut même 25% si je ne me trompe pas. Vous mettez vous-même en avant ce problème, ainsi que le manque de bâtiments communaux permettant de loger les différentes associations. Je profite donc de ce sujet, parlant de la maison de retraite, pour rappeler que la commune possède toujours l'ancienne maison de retraite, qui est un bâtiment d'une surface imposante, accueillant actuellement les églantins, ainsi qu'une partie de nouvelles activités périscolaires. Sachant cela, comment pouvez-vous dire aux jeunes du Gastetché qu'il n'existe aucun lieu pour les loger ? J'estime que cet endroit pourrait efficacement répondre à leurs demandes et accueillir en son sein un bureau pour eux, mais aussi une salle de répétition, comme au Gastetché d'Acote de Saint-Jean-de-Luz, ainsi qu'une salle de concert au niveau du salon, qui est une pièce qui s'y prête. J'imagine bien que vous n'avez toujours rien proposé pour l'après 15 septembre, à savoir la date butoir de l'éphémère accord que vous avez passé avec la PHP pour l'occupation de la maison d'Oriot, demeure qui, d'après moi, n'offre pas forcément les espaces nécessaires à ce que demande un Gastetché. Il se peut ainsi que les jeunes pensent à s'installer dans les locaux de l'ancienne maison de retraite qui se trouve au 10 rue Jean Mermoz, dès qu'ils se retrouveront sans toit, ou même avant s'ils le jugent opportun. Une fois à l'intérieur de ce bâtiment communal, il sera alors compliqué pour la mairie de ne pas se sentir concernée, ne s'agissant pas là d'un bien privé. Vous devrez alors assumer un positionnement clair, pour ou contre une maison pour les jeunes, en espérant que si cela arrive, vous n'attaquerez pas ces jeunes en justice afin de les y déloger. Car ce que veulent ces jeunes par-dessus tout, c'est s'investir dans l'animation festive, culturelle et autres de notre commune. Je vous remercie. Oui, M. Faucon, donc sachez quand même que actuellement les locaux de l'ancienne maison de retraite Espiane ne sont pas libres, puisqu'ils sont occupés c'est à la fois le siège des Églantins, c'est un local de Calacan, et c'est aussi le siège le centre de loisirs, voilà, qui effectivement manque, et qui manquera d'autant plus que demain on aura réussi justement l'école en centre-ville. Voilà, donc je ne pense pas que le Gastetché cherchera à vider les jeunes ennoyés du centre de loisirs. Enfin, je ne crois pas les connaissant. Concernant
la convention que vous dites, que vous affirmez, parce que finalement vous affirmez que nous avons signé une convention avec la PHP. Nous n'avons pas pu aujourd'hui signer une convention avec la PHP pour la simple raison que nous ne pouvions pas la signer. Et pourquoi ne pouvions-nous pas la signer? Tout simplement parce que la PHP, dans son projet de protocole qui nous a été remis après examen de leurs juristes, nous rappelle, ce que je disais d'ailleurs, si vous reprenez la délibération du conseil municipal que j'avais portée, qu'il s'agit d'un ERP, c'est-à-dire vu par les propriétaires de ces locaux-là, et vu la destination que les jeunes veulent leur donner, ce sont des établissements recevant du public. Donc si aujourd'hui on veut accueillir ça jusqu'au 15 septembre, eh bien excusez-moi, c'est pas correct, mais quand on veut accueillir le Gastetxe dans ces locaux d'Orio aujourd'hui, eh bien pour bien les loger, il faudrait refaire tout ce qui est normes de sécurité, accessibilité, ce n'est pas uniquement un branchement gaz et électrique. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes dans cette impasse parce que c'est une exigence de la PHP que l'on peut comprendre et que nous sommes en incapacité d'honorer d'ici le 15 septembre. D'accord. Donc pour la convention, je la mettais en avant parce que vous l'avez vous-même mis en avant que vous aviez discuté avec les responsables de la PHP. Oui, mais j'ai discuté avec la PHP, vous voulez pas dire que je l'avais acté, vous en avez déduit bien que sûr, c'était acté. Que vous alliez le Voilà, faire. voilà. Très bien. En ce qui concerne la place à l'ancienne maison de retraite, je pense que les Églantins n'ont pas besoin non plus de tout un étage. Je pense que le centre de loisirs n'a pas besoin non plus de toute la place. Si je me rappelle bien, parce que mon arrière-grand-mère y était, ce bâtiment est très très grand. Il y a plusieurs étages, il y a un salon qui est immense, il y a des bureaux. Donc je pense que le Gastetxe aurait largement sa place dans ce bâtiment sans empiéter ou mettre dehors qui que ce soit. Je crois que je peux laisser Fred. Juste pour ton information, je crois que la maison de retraite est très très grande, si ce n'est que les Églantins n'occupent pas l'étage, mais une partie très partielle du rez-de-chaussée, que déjà le centre de loisirs est à l'étroit et qu'on a été obligé de mettre un algéco, l'étage étant totalement interdit pour l'instant. Il n'y a plus qu'à faire des travaux alors pour faire de la place. Bien, je vous demande d'accepter cette délibération concernant donc M. Aranguren. Qui accepte? Vote contre ou abstention? Merci. Donc la prochaine question suivante est portée par M. Richard Verasusta. Tableau des effectifs. Elle concerne effectivement le tableau des effectifs permanents. C'est la délibération 89 pour tenir compte de l'évolution des postes de travail, des besoins de services et des missions assurées. Il vous est proposé de créer à compter du 1er août 2016 dans la filière technique un poste d'agent de maîtrise à temps complet et un poste de technicien principal de deuxième classe à temps complet. Et il vous est proposé de fermer dans la filière technique un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe à temps complet à compter du 1er août 2016. Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois créés seront inscrits au budget de l'exercice. Oui, Mme Chino-Sellier. Bonsoir. Juste, Richard, on a régulièrement ce type de délibération, donc avec des fermetures et des ouvertures qui ne sont pas toujours concordantes. J'ai souvent posé la question, tu me précises que ce sont par rapport à des avancements de carrière, enfin des mises à jour de carrière et autres. Est-ce qu'on pourrait avoir l'information du nombre d'embauches que vous avez? Parce que dans le lot, il y a des embauches, forcément. Est-ce qu'on pourrait avoir le nombre d'embauches qu'il y a eu depuis 2014? Est-ce que c'est une information que vous pourriez me communiquer? Probablement, oui. Pour donner la précision, parce qu'effectivement, d'habitude, j'essaie de donner l'explication en même temps que la délibération, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, c'était pour te permettre de poser des questions. Le poste qui est créé dans la filière technique correspond à une promotion, effectivement, et donc c'est celui que l'on retrouve, le précédent, est donc supprimé dans l'autre chapitre. Donc là, il y a quelqu'un qui était
dans un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe qui passe agent de maîtrise. Donc on crée l'agent de maîtrise et on supprime le poste d'adjoint technique principal. Pour l'autre, le poste de technicien principal de deuxième classe à temps complet, c'est quelqu'un qui a réussi un examen professionnel, donc qui bénéficie d'une promotion. Et sur cette promotion, il y a une période de stage et donc le poste qu'il quitte en étant promu ne sera supprimé qu'à la fin de sa période de stage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas la suppression, parce qu'il y a la promotion, la période de stage. Donc en fait, les postes, quand il y a promotion, s'équilibrent tout le temps, sauf création de postes, mais tu sais bien que c'est des choses rares, mais ça ne s'équilibre pas forcément dans la même délibération, chose que j'avais déjà eu l'occasion d'expliquer, mais c'est vrai que des fois ça peut paraître étrange que l'on crée, on ne supprime pas, mais la comptabilité est tenue pour que ça s'équilibre. Quant aux postes qui ont été créés depuis là, on en fera un point précis et c'est quelque chose qui peut être transparent. Merci. Bien, je propose la délibération au vote. Qui accepte? Vote contre? On s'abstient? Merci. Votre question, c'est toujours, Richard, à ce stade, création d'emplois d'agents contractuels. Et là, ça porte sur les emplois contractuels dans les écoles, les accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires et dans les différents bâtiments communaux. Le fonctionnement des écoles, des structures d'animation et l'entretien des divers bâtiments, ainsi que les nécessités de remplacer les agents titulaires absents ou de répondre à un besoin saisonnier ou occasionnel imposent le recrutement de personnel auxiliaire pour une durée limitée à l'année scolaire 2016-2017, soit du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. Ces emplois pourraient être créés comme indiqué ci-dessous en distinguant pour les écoles et accueils de loisirs du personnel d'entretien. Les fonctions dévolues à ce personnel consistent à préparer les salles des restaurants à leur entretien après les repas, entretenir les locaux scolaires, à veiller à la bonne circulation des véhicules devant les écoles, lors des entrées-sorties des élèves des écoles élémentaires et à remplacer les agents d'entretien ou ADSEM. La rémunération brute de ces agents auxiliaires est effectuée au prorata du travail réellement assuré sur la base du taux horaire correspondant à la valeur de l'indice brut 330. Leur salaire est lissé pour la durée de l'année scolaire. Le service de restauration scolaire, préparation et entretien et la veille à la circulation représentent un total de 2190 heures par an. Les postes d'entretien et autres postes ponctuels nécessaires au bon fonctionnement de l'école durant le temps scolaire et hors temps scolaire représentent un total de 4450 heures par an. Les remplacements des postes permanents représentent environ 4000 heures par an. Les accueils extrascolaires, entretien des emplois extrascolaires, 2200 heures par an, ce qui donne un total de 12 840 heures par an. Le personnel d'animation des accueils de loisirs, les fonctions dévolues à ce personnel consistent à animer le temps périscolaire, matin de 7h30 à 8h30, midi de midi à 14h ou 14h15, nouveau temps périscolaire de 15h à 16h30 et soir de 16h30 à 18h, mercredi de 12h à 18h, de même que les temps extrascolaires, petites et grandes vacances scolaires. La rémunération brute de ces agents auxiliaires sera effectuée au prorata du temps de travail réellement assuré sur la base du taux horaire correspondant à la valeur de l'indice brut 330. Leur salaire sera lissé pour la durée de l'année scolaire. Le temps périscolaire, c'est-à-dire le service d'animation des restaurants scolaires, représente un total de 7650 heures par an. Le service d'accueil des temps NAT représente un total de 3325 heures par an. Les temps extrascolaires, l'accueil des loisirs des 3-6 ans représente 4100 heures par an. L'accueil des loisirs de 6-13 ans de 1500 heures. L'accueil des loisirs de 14 à 17 ans représente un total de 1800 heures. Le temps de préparation et de bilan des accueils périscolaires et extrascolaires représente un total de 2600 heures par an. Les remplacements des titulaires représentent environ 2300 heures par an, ce qui donne un total de 23 275 heures par an. Par ailleurs, afin de permettre l'ouverture des accueils de loisirs l'été 2007, un complément de 16 postes d'animateurs saisonniers sera nécessaire. Enfin, pour les bâtiments communaux, l'entretien impose le recrutement de personnel auxiliaire. Ces emplois pourraient être créés comme indiqué. Les fonctions dévolues à ce personnel consistent en l'entretien des bâtiments, médiathèque, club âge d'or, centre médical, mairie, variété, local d'îles transitaires, dojo, salle de musculation, etc. La rémunération brute de ces agents auxiliaires sera effectuée au prorata du travail
du temps de travail réellement assuré sur la base du taux horaire correspondant à la valeur de l'indice brut 330. Ces entretiens représentent un total de 3 770 heures par an. Il vous est donc proposé de bien vouloir accepter le principe de la création de ces divers emplois d'auxiliaires d'entretien des locaux et d'animation selon les modalités longuement définies ci-dessus. Oui, M. Monseigneur. Oui, globalement, nous constatons une baisse de ce nombre d'heures. Donc, on se posait la question suivante. L'année dernière, au Conseil du mois de juillet, nous avions voté une convention avec la société Horizon, avec laquelle qui permettait justement de pallier au remplacement de façon plus efficace, selon ce que vous nous aviez dit, de pallier au remplacement du personnel absent. Donc globalement, là, on constate que le nombre d'heures a baissé. Est-ce que c'est parce que vous avez renouvelé la convention avec Horizon et que vous avez augmenté leur nombre d'heures, ou est-ce qu'on pourrait savoir un peu où en est cette convention? S'il vous plaît, merci. Alors, effectivement, j'allais expliquer pourquoi ça avait baissé, mais là encore, je voulais te laisser l'occasion de poser la question. En fait, un petit peu par horizon, un petit peu parce qu'Horizon intervient en dehors du quota des non-titulaires de la ville, hein, c'est un personnel qui vient de l'extérieur, mais un petit peu parce qu'en fait, ce qui fait la baisse, elle est je ne vais pas reprendre tous les chiffres sur les 3 chapitres, mais en fait, dans le premier chapitre, on a une légère augmentation des heures, là, alors que sur les 2 autres, on a des baisses significatives. En fait, c'est parce qu'il peut y avoir des personnes qui étaient en congé parental, qui étaient remplacées par quelqu'un qui était non titulaire, ce qui faisait monter les heures de non titulaire. Au retour de celui qui rentre de son congé parental qui est titulaire, l'effet est inverse. Ça augmente de fait les heures des titulaires et ça descend automatiquement les heures des non titulaires. Donc c'est plus à travers des changements d'affectation, des titularisations aussi, parce qu'on a procédé à des titularisations, par des changements par rapport au congé parental, je viens d'expliquer, et puis par le fait que le mercredi après-midi, il y a une baisse des enfants, donc il y a une baisse d'effectifs sur les mercredis après-midi. Voilà, en gros, ce qui explique la baisse de quelques 6 000 heures par rapport à la délibération de l'année dernière. Horizon là-dedans intervient à très très petite mesure. Ce qui est important de savoir, c'est que ce soit des personnels non titulaires ou des personnels titulaires, le choix de la ville a été de favoriser le fait que ça soit assuré par des personnes titulaires dans la mesure du possible, et les titularisations ont été discutées et elles ont été votées ici et décidées par le maire. On a un souci d'ajuster le nombre d'heures aux besoins des différents services de la municipalité, de la mairie, de la ville, et d'assurer une qualité du service public, et donc en ajustant le nombre d'heures, de répondre quand même aux besoins de la population andaillaise, et la réduction que l'on constate cette année dans le nombre d'heures n'est pas accompagnée d'une baisse de qualité du service qui est rendu par les employés municipaux. Je ne pensais absolument pas ça, c'était juste par rapport à Horizon, savoir s'il y avait du coup une augmentation pour eux. Bon, j'ai la réponse, merci. C'est pas tous les jours qu'il y a une caméra, et donc comme on n'était pas prévenu, j'en profite moi aussi pour glisser un petit mot à cette occasion. Bien, donc je vous propose de passer au vote. Qui accepte? Vote contre? Ou abstention? Merci. L'opération Igualdé, donc toujours question portée par M. Lassusta. Donc c'est sur le projet immobilier qui est porté par la société Goldman & Brown, qui prévoit la réalisation de 104 logements sociaux, dont 65 seront vendus à l'Office 64 de l'habitat et 39 à Domo France. L'Office 64 a obtenu les financements pour réaliser 25 logements PLUS, 28 PLAI, il manque un I dans la délibération, et 16 PLS. Domo France créera pour sa part 16 logements PLUS, 14 PLAI et 9 PLS. Dans le cadre de ce partenariat existant entre les organismes gestionnaires de logements sociaux, la commune et l'agglomération Sud-Pays Basque, les aides financières sont allouées pour la construction de logements conventionnés en PLAI.
L'agglomération s'engage par convention à verser aux opérateurs sociaux la somme totale de 116 913,91 €. L'agglomération Sud-Pays Basque verse également une aide financière à la commune correspondant à 30% de la participation de la commune, soit la somme de 87 871,91 €. La commune participe sous forme de subvention au financement des logements à concurrence de 3% du prix de revient de l'opération, soit une subvention prévisionnelle de 180 161 € pour l'Office 64 et 112 745 pour Domo-France. Ces différents engagements sont inscrits dans une convention tripartite de partenariat entre l'agglomération Sud-Pays Basque et la commune et chacun des opérateurs. Il vous est donc proposé d'accepter les conditions de participation financière ci-dessus mentionnées et d'autoriser M. le maire à signer les conventions de partenariat avec l'agglomération Sud-Pays Basque et les deux organismes sociaux. Pourquoi ça s'appelle opération Ecoaldea? Ça concerne bien le projet Entre Puentes? Non, même pas, c'est Sobiétal. C'est le choix du promoteur, je suppose. Non. Et est-ce que vous pourriez nous dire justement, puisqu'on est sur ce sujet, combien de logements globalement il va y avoir à Entre Puentes et s'il y a une fin de travaux prévisible? S'il vous plaît, merci. Déjà un début de travaux, déjà, oui. Tu vas parler. Bon, des travaux devraient démarrer en septembre, je crois, septembre-octobre, voilà. Le projet porte sur à peu près 300 logements, dont 104 logements sociaux. Il y en aura de mémoire 69 auprès de l'Office 64 de l'habitat et 35 auprès de Domo-France. C'est ça? Oui, d'accord. Voilà, d'accord. Et la fin, vous n'avez pas eu la fin. Ils ne se sont pas avancés sur une fin prévisible. Il faut. Non. Sur tous les chantiers, généralement, on communique à la date de début de chantier et rarement à la date de fin de chantier. Et je ne demande pas une date précise, c'est juste notre idée 2018, 2019, 2020, c'est tout. Je ne veux pas pinailler. On est certainement parti pour 2 ans de travaux quand même. Il était question qu'on soit pénalisé pendant 2 étés. Or, cet été a été glissant. Au lieu de démarrer les travaux au mois de juillet, août, ils ne pourront démarrer qu'en septembre, octobre. Donc, est-ce qu'on va sauver un été? Enfin, on en passera, je pense que l'été prochain, on sera dans le chantier. Voilà, il y aura au moins un impact. Si on peut donner ça comme réponse approximative. Voilà. Je propose la délibération au vote. Qui accepte? Vote contre. Abstention. Merci. Opération Ikushia. Alors là, c'est 13 logements sociaux. L'Habitat Sud-Atlantique a été contacté par le promoteur Bouygues Immobilier pour acquérir en VFA des logements sociaux dans son programme immobilier situé rue de Sopite. Le programme complet comprend 42 logements et Habitat Sud-Atlantique réalisera 13 logements sociaux, dont 8 PLUS et 5 PLAI, qui seront réalisés dans cette opération dénommée Ikushia, c'est-à-dire 5 T2, 4 T3 et 4 T4. Conformément aux engagements pris par les institutions, la communauté d'agglomération interviendra dans le financement des logements sociaux et la commune, pour sa part, versera une subvention prévisionnelle de 53 268 € correspondant à 3% du prix de revient de l'opération. La commune s'acquittera de sa participation à raison de 50% au démarrage des travaux et le solde à la livraison des logements. La communauté d'agglomération versera à la commune une subvention correspondant à 30% de la participation de la commune, soit la somme de 15 980 €. Une convention tripartite entre la commune, la communauté d'agglomération et Habitat Sud-Atlantique précise les modalités d'intervention de chaque partenaire. Il vous est donc proposé d'accepter les conditions de participation financière ci-dessus mentionnées et d'autoriser M. le maire à signer les conventions liant la commune, la communauté d'agglomération et l'opérateur social Habitat Sud-Atlantique. Questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui accepte? Pour? Vote contre? Abstention? Merci. Projet de recyclage. La parole est à M. Kirlissan. Gabon deneri, beraz, bizekleria baten egiteko ikerketa, proposamena. 2015ko urriaren 20ko delegazio bat hartu ginuen ekonomia soziala eta solidarioa bultzatzeko.
Eta ikerketa proposatzen dugun ikerketa hau horren ondorioa da. Ikerketa baten eramaitea gaurko egunean proposatzen zaizuen deliberazioak 3 xede ditu. Ikerketa baten eramaitea, beraz, ikusteko ejola publiko laboraldean birziklari berten sortzeak zer aukera dauden, sortzeko zer aukera dauden. Ejola publiko hirigunean proiektu honetan engaiatzea eta hautetxien kontseiluari laguntzak galdegitea. Beraz, horren ondorioz proposatzen dizuedana da, berzekleri baten egiteko ikerketa bat eramaitearen printzipioa onartzea, auzapez jaunari prozedura egokitu baten bitartez merkatu baten egiteko baimena ematea, hiriguneari ahalik eta diru laguntza handiena galdegitea eta hautetxien kontseiluari proiektua laguntzea galdegitea. Frantseserat pasatu aintzinen, bada akats tipi bat cahier de charge delakoan, zeta hor erantzunak emateko epea uztailaren 21 idatzia da, eta en fait, ulertu behar da, abuztuaren 21. Étude de faisabilité d'une recyclerie-ressourcerie. Par délibération du 20 octobre 2015, la commune a décidé de soutenir les actions et projets contribuant au développement de l'économie sociale et solidaire. L'engagement de la commune de valoriser les déchets du territoire par la réduction des sources de gaspillage et le recyclage possible de tous les produits relève de cette démarche éco-citoyenne et solidaire qui pourrait rapidement déboucher sur la création d'une recyclerie. La communauté d'Aglo au Sud Pays Basque soutient cette initiative qui nécessite au préalable une connaissance précise des potentialités économiques de notre territoire. Il convient dans un premier temps de faire un diagnostic de la gestion des déchets ménagers et assimilés qui déterminera la faisabilité d'une recyclerie-ressourcerie. La création d'un outil de ce type aura pour objet de valoriser les déchets encombrants, quelle que soit leur nature, électroménager, électrique, électronique, intégrant le traitement par réemploi. Il convient donc préalablement de confier à un prestataire spécialisé une étude de faisabilité d'une recyclerie-ressourcerie sur le territoire de l'agglomération. Le bureau d'études abordera les aspects juridiques, humains, financiers et techniques, sans oublier le caractère frontalier de notre territoire et s'appuiera sur les expériences existantes dans notre environnement proche. Pour ce faire, une enquête sera réalisée auprès des habitants, des acteurs économiques, afin de connaître leurs attentes. Cette étude, d'un coût approximatif de 24 000 €, pourrait être financée par la communauté d'agglomération à hauteur de 50%. Un comité de pilotage sera mis en place pour suivre les différentes étapes de l'étude sous la présidence de M. Iker Elissad. Le rapport final du prestataire devra être rendu dans un délai maximum de 8 mois après la commande. Je vous propose d'accepter le principe de réalisation d'une étude de faisabilité d'une recyclerie-ressourcerie, d'autoriser M. le maire à lancer un marché de prestation de services à procédure adaptée pour étudier la faisabilité d'une recyclerie-ressourcerie et de solliciter de la communauté d'agglomération la subvention la plus élevée possible et de solliciter du Conseil des élus un accompagnement de ce projet. Juste avant de laisser la place aux questions ou aux commentaires, sur le cahier des charges, il y a eu une erreur, puisque la date limite pour les réponses n'est pas le 31 juillet, mais le 31 août. Voilà. Monsieur Descrio. Oui, bonjour. Bon, bien évidemment, on votera pour cette délibération, mais on a quelques remarques à faire, Iker. Donc, Iker, effectivement, tu fais mention en début de lecture que par délibération du 20 octobre 2015, la commune a décidé de soutenir les actions et projets contribuant au développement de l'économie sociale et solidaire. Et effectivement, ce jour-là, nous avons eu de longs échanges. Nous n'allons pas reprendre aujourd'hui l'intégralité des débats qui avaient donné lieu les délibérations 118 et 119-2015. Quelques points nécessitent tout de même un bref retour arrière pour une mise à jour. Le montage financier que tu nous avais présenté à ce moment-là était de l'ordre de 1 million d'euros, en partie financé par des subventions, mais aussi par de l'argent des contribuables d'Andaï, avec notamment le lancement d'une étude d'opportunité pour un montant de 100 000 € payé par la ville d'Andaï. Nous avions posé plusieurs questions auxquelles nous attendions des réponses claires de ta part. Combien d'emplois vont-ils être créés? Tu nous avais répondu 6 pour 2018. Un coordonnateur de projet à temps plein devait aussi être embauché par la mairie. Où va se situer la construction du centre de traitement d'un montant de 500 000 €?
Tu n'avais pas à cette date les réponses pour répondre exactement. Aujourd'hui, les as-tu? Tu nous précisais être prêt pour tout ce qui concerne les études de la ressource créative, objet de la libération d'aujourd'hui. Sur la filière industrielle, le bois et le textile étaient les deux piliers qui se dégageaient. Monsieur le maire nous précisait à son tour que le financement de la ville était estimé à 91 000 € si le projet global d'1 million d'euros est accepté par le POCTEFA. Aujourd'hui, et ce point est important, pouvez-vous nous dire où en est le projet sur le volet financement? A-t-il été accepté? Voilà donc que cette délibération nous présente une énième étude, cette fois-ci pour vérifier la faisabilité d'une recyclerie-ressourcerie sur le territoire de notre agglomération, d'un montant de 24 000 €, dont 12 000 € à la charge de la ville d'Andaille. Alors même que nous sommes à la lecture de la délibération les moteurs de l'initiative et que l'étude porte sur l'ensemble des territoires de l'agglomération. Nous devons donc obtenir de l'agglomération 100% de financement de cette étude, si tant est qu'elle est nécessaire. Ceci étant dit, le cahier des charges que je nous présente pour l'étude de faisabilité et le choix du cabinet d'études viennent se rajouter, se chevaucher donc à l'étude qui a été faite des 100 000 €, toujours pour un délai de 8 mois supplémentaires. Je l'avais dit le 20 octobre dernier, je le redis aujourd'hui, cette initiative est louable. L'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire, ce sont des thèmes d'actualité et cela existe déjà autour de nous. Le recyclage des déchets, les industriels et les collectivités locales s'en préoccupent depuis bien longtemps. La priorité de votre action doit aussi se situer sur le dynamisme de l'économie locale. Et pour cela, nous devons agir vite en concentrant tous nos efforts sur le joyau que représente la zone économique des Jonquaux. La création d'entreprises, la création d'emplois, c'est cela qui permettra de dynamiser la ville d'Andaille et ses commerces. Il n'y a pas d'autre alternative que de mettre toute notre énergie pour orienter les décisions de la commission économique de l'agglomération en charge de la compétence économique en faveur de la zone industrielle des Jonquaux pour en faire un lieu dynamique et riche en entreprises, donc en emploi. La différence entre vous et nous, elle est là. Nous serions allés beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que vous sur ce dossier. Pour information, l'agglomération va injecter 5 millions d'euros dans l'embellissement de la zone industrielle des Jonquaux sur la période 2016-2021, suite à une énième étude, cabinet Catalyse, dont le coût serait estimé à 140 voire 150 000 €. Chacun appréciera l'échelle des priorités des uns et des autres. Embellir la zone, c'est ce qu'il y a de plus facile, mais ce que veulent nos concitoyens, c'est du travail. Donc il nous faut convaincre les entrepreneurs de venir s'installer. Les objectifs que vous nous présentez ne sont malheureusement pas à la hauteur des espérances de nombre de personnes qui sont, elles, en attente d'un emploi. Et en tant qu'élus, notre devoir, c'est d'y croire et de tout faire pour saturer nos zones d'activité. Merci. On peut revenir point par point si tu le souhaites, il n'y a aucun problème. Alors, concernant le projet POCTEFA, comme je te l'avais signalé lors de la dernière commission développement économique, celui-là n'a pas été retenu. Et aujourd'hui, on se pose la question à les partenaires avec lesquels nous avions travaillé à l'époque sur le fait de redéposer un dossier ou de ne pas le faire. Voilà, mais entre-temps, par conviction, je dirais, parce qu'il faut aussi des convictions dans la vie, moi je suis convaincu que l'économie circulaire, c'est une partie de l'économie de demain, et donc on n'est pas resté les bras croisés. On a été faire le tour des différents maires de l'agglo, ou en tout cas ceux qui sont en charge du développement économique, du transfrontalier, et également de tout ce qui est en lien avec l'environnement, qui sont plutôt, qui sont favorables à cette étude et en allant plus loin au fait d'installer une ressourcerie, c'est plutôt une ressourcerie, sur le territoire d'Andaille. Ça c'est la première question. Effectivement, il y avait 1 million d'euros sur le projet POCTEFA, mais qui englobait tout l'ensemble, c'est-à-dire qu'il y avait les études, les diagnostics et également les travaux de réhabilitation d'un lieu dédié. Sur la partie études, proprement dit, elle était divisée en deux parties. Il y avait une partie qui était sur la ressourcerie créative, en lien avec les déchets ménagers, et une autre partie qui était sur les déchets industriels. Aujourd'hui, on fait le pari, dans un premier temps, de s'attaquer aux déchets ménagers, et il y aura également une partie qui sera dédiée à tout ce qui est déchets du bâtiment. Voilà. Par rapport à cette étude. Ensuite, par rapport à l'agglo, effectivement, l'agglo
sollicité, c'est un projet que nous sommes en train de porter, et c'est un dossier, un projet qui va permettre notamment à ce que la commune d'Andaille se positionne dans le cadre de la future agglomération Pays Basque. Pourquoi? Et je l'ai ici, je te le passerai si tu veux. Le bilan d'activité du Conseil des élus, qui aura en grande partie trace les lignes stratégiques de ce qui sera demain en termes de développement économique, bien les orientations stratégiques de la future communauté Pays Basque. Et il est inscrit ici que l'un des points stratégiques est de développer l'économie circulaire et la gestion durable des déchets. Donc en fait, on est en plein dedans. Effectivement, on aurait souhaité que l'agglomération s'engage un petit peu plus, mais aujourd'hui, c'est Andaille qui porte et l'agglomération qui vient soutenir ce projet. Dans le comité de pilotage, on espère fortement qu'il y ait un élu référent de la communauté d'agglomération, également que les techniciens, notamment de l'environnement, soient présents à ce comité de pilotage, puisque tout seul on ne pourra plus le faire, vu que la compétence déchets passe à partir du 1er janvier dans le giron de la communauté d'Andaille. Voilà, je crois que j'ai répondu à tout. Je préciserai par rapport à ce que dit Kérison, que jeudi dernier à la communauté d'Aglo, nous avons effectivement évoqué des investissements, enfin des aménagements à réaliser sur toutes les zones artisanales de la communauté d'Aglo. J'ai porté un programme qui porte sur un peu plus de 8 millions d'euros de travaux d'aménagement sur l'ensemble des zones artisanales de l'Aglo Sud Pays Basque. Sur les 8 200 000 euros, eh bien, il y en a quand même plus de 5 millions 2 qui sont consacrés aux Jonco. Alors on en est encore sur l'embellissement, l'attractivité des Jonco, la qualification des Jonco. Il faut aussi de ça, parce que si les entreprises demandent des locaux aujourd'hui, il faut aussi que le lieu s'y prête. Et aujourd'hui, ne serait-ce que pour l'aménagement, encore une fois, il y a 5 millions d'euros, 5,2 millions d'euros d'autorisation de programme qui ont été votés à l'unanimité donc du Conseil communautaire jeudi dernier. Et puis, je peux même dire de mémoire que sur ces 5 millions d'euros concernant les Jonco, un peu plus de 400 000 euros seraient débloqués en crédit de paiement sur l'année 2016. Bien, oui, monsieur Desfleureau. Non, juste pour revenir, j'ai pris quelques notes sur ce que disait Iker. Donc, par rapport au projet Bouclefa, effectivement, il a été arrêté, tu le confirmes bien. Donc, est-ce que ça, c'est un coup d'arrêt à ce qui est économie sociale et solidaire, ce projet que tu avais? Et quelque part, c'est qu'un manque de, on va dire, est-ce que les instances européennes y croient vraiment? Il ne faudrait pas qu'on soit les seuls ici à batailler pour ça. Donc, les priorités, effectivement, le traitement, la ressourcerie, recyclerie. Il faut savoir que les déchets ménagers, c'est déjà traité. Les industriels, les déchets, on les traite. Donc, on fait aussi du recyclage. Voilà, donc l'agglomération, tu l'as dit, c'est elle qui prendra le relais, peut-être demain le PCI. Donc, est-ce que c'est pas un coup d'épée dans l'eau que l'on donne actuellement? Et quelque part, je rebondis sur ce que vous dites, monsieur le maire, effectivement, la zone industrielle des Jonco, 5 millions d'euros pour embellir. Il y a une commission économique qui est à l'agglomération. Ils nous donnent de l'argent pour embellir la zone, c'est bien. À Saint-Jean-de-Luz, il y a des entreprises qui viennent, qui se créent. Donc je pense qu'il faut faire comprendre aussi à ces gens-là, je l'ai dit le 20 octobre dernier, que Andaille, c'est pas à l'extérieur de l'agglo, c'est bien dans l'agglo, c'est bien dans le PCI. Et que nous aussi, on a une zone qui est riche en terrain. Dans la dernière commission, et je suis content, et nous sommes contents, notre groupe est très content d'apprendre et de voir que ce qui avait été décidé au niveau des UP, aujourd'hui l'agglomération envisage de racheter peut-être demain certains locaux qui sont vides. Nous étions battus pour ça, donc c'est bien de prendre la relais, on vous soutiendra. Et il est important de mettre ça comme priorité, parce que personne ne vous mettra des bâtons dans les roues là-dessus, que ce soit à la région, à l'EPCI, au département ou à l'AGO. Voilà, donc voilà, c'est bon. Rajouter aussi, monsieur Distriot, si vous permettez, que dans la même cette semaine, nous avons saisi également l'agglomération sur le Pays Basque pour qu'elle s'intéresse, pour le compte de la commune d'Andaille, à l'acquisition de 2 bâtiments qui sont connus par la plupart des gens ici autour de la table, qui sont situés rue d'Industrie,
pour une valeur, là on porte sur 800 et quelques euros, 878 000 euros, et l'autre 758 000 euros. Voilà, donc nous pourrions aussi préempter ces locaux et pour en faire quoi, à nous discuter après, mais c'est aussi une volonté déjà exprimée par la ville d'Andaille auprès de l'agglomération Sud-Pays Basque. Tout à fait, vous êtes dans la continuité de ce qui a été fait auparavant, donc c'est très bien, très bien. Pascal, juste pour revenir, lors du conseil du 20 octobre, on avait pris deux délibérations par rapport au projet Portefeuille. Il y en avait un qui traitait effectivement de l'économie circulaire et le deuxième qui traitait de la création d'une école transfrontalière d'économie sociale et solidaire. Celui-là a été retenu et au niveau de la notation, il a été retenu comme le premier dossier de tous ceux qui ont été présentés lors de ce Portefeuille. Voilà, c'était juste pour porter cette précision. On n'a pas gagné sur tous les tableaux, mais déjà, je pense que c'est un bon début. D'ailleurs, dès le mois de septembre, on va commencer à travailler sur ce projet-là avec les différents partenaires. Je rappelle, ANEL, qui est l'association des entreprises de l'économie solidaire de Navarre, Confécop, l'équivalent en Euskadi, sous la communauté autonome basque, dont fait partie notamment le groupe Mondragon. Et ici, on travaille donc la ville d'Andaille et le pôle territorial de coopération économique Sud-Aquitaine. Voilà. Et ensuite, il faudrait, bon, on va pas refaire les débats, mais il y a quand même une différence entre recyclage et ressourcerie. Le recyclage, c'est un procédé. La ressourcerie, son objectif, c'est de prendre des objets, de les transformer, alors pour leur donner la même vie qu'elles ont eue auparavant, ou alors de leur donner une nouvelle vie. Je pense que là, il y a aussi une différence entre le fait de faire du recyclage pur et dur, comme on le connaît aujourd'hui. C'est quelque chose qui est innovant, et je pense que c'est important que, bien qu'il y ait ce positionnement de la ville d'Andaille, par rapport au conseil des élus, et de même par rapport à la communauté Pays Basque, parce qu'effectivement, on sera à 100% dans la communauté Pays Basque. Et je voudrais juste ajouter une petite chose, si tu permets. Vous comprenez bien que pour 5,2 millions, on ne parle pas que d'embellissement de la zone. Donc c'est un très très gros investissement. On parle de requalification de la zone. Donc effectivement, dans un premier temps, on va pouvoir parler d'esthétique, de signalétique, etc. Mais ensuite, on aura des travaux qui seront beaucoup plus lourds pour la requalification de la zone. Voilà. Surtout pas embellissement, parce que je trouve que c'est très très réducteur comme terme. Deux parties. Il y avait la partie valorisation, redonner un nouveau cachet, je dirais, à la zone des Joncos, mais dans la partie requalification, ce qui est important et qui a été retenu, c'est deux choses, je pense. La première, c'est que la zone des Joncos est la zone avec le plus fort potentiel de l'agglomération. Et la deuxième, c'est que cette zone, la direction stratégique qu'on veut lui donner, elle est intimement liée à l'industrie et à l'artisanat. Et en aucun cas, aujourd'hui en tout cas, sur des projets, je dirais, qui auraient plus caractère commercial. C'est 5 millions d'euros, c'est très bien, franchement c'est très bien. Ça prouve déjà que l'agglomération croit quelque part à cette zone qui, il n'y a pas très longtemps, a été classée, on va dire, à risque. Donc si une agglomération met 5 millions d'euros d'argent public, et quelque part on peut se dire que les instances régionales et la préfecture, ça peut faire réfléchir par rapport au dossier PPRL. Donc ça c'est très bien. Et j'espère, franchement on espère, qu'après ces 5 millions d'euros, il y aura suffisamment d'argent pour après, pour justement après préempter et faire venir des entreprises. Voilà, tout simplement. Espérons que ce n'est pas un pansement sur une jambe de bois. Bien, nous passons au vote. Qui accepte cette délibération? Qui vote contre? Merci. Juste passer la parole à Jean-Michel Robarena. Moi, je voulais simplement revenir parce que M. Desfleuo, comme il parle beaucoup, il me rappelle qu'il a dit des choses qui n'étaient pas tout à fait correctes. Donc, je voulais revenir brièvement sur la première délibération et sur l'intervention de M. Desfleuo, finalement, concernant les caches-dollars. Je voulais aussi, au cas,
ne sait jamais, où certains collègues ici présents seraient frappés d'amnésie, je voudrais quand même rappeler de manière ferme, de manière précise, que, et les conseils municipaux de l'époque pourront l'attester s'il le faut, que le projet de création de l'ICACHTOLA, à Chiquénia en particulier, fut dénoncé à M. le Préfet par des membres de la majorité municipale de l'époque, d'accord, donc des premiers adjoints, d'accord, pas par l'opposition à laquelle nous participions. Voilà, que les choses soient claires. Bien, je passe la parole maintenant donc, à Jean-Michel Arbarina. On peut revenir sur les délibérations maintenant? J'ai remarqué, non mais je vous rappelle, M. Brifaucan, que la police de la séance, c'est moi qui l'assure. Voilà. Donc, j'ai vu qu'il y avait une caméra, j'aurais pu dire aussi, il m'avait posé une demande pour installer une caméra de l'opposition dans la salle, j'aurais pu aussi le demander. Voilà, c'est tout. Vous n'avez même pas eu la délicatesse de poser la question. Donc, on passe à la délibération. M. Sénaro. Monsieur Romain. Jessica Béra. S'il vous plaît, attendez, moi ce qu'on fait, monsieur le maire, je tiens quand même à... Je peux parler? Jessica Béra, licenciée à monsieur le maire. Si vous êtes en train d'interrompre un collègue à qui j'ai donné la parole, s'il vous plaît. Je reviendrai derrière après donc. Donc, Jessica Béra, licenciée à l'association Ndaïka, va remettre en jeu ses titres de championne de France 2015 et championne du monde 2014 et 2015 d'aviron de mer. Les épreuves se dérouleront respectivement à Menton pour le championnat de France et à Monaco pour le championnat du monde. La participation à ces épreuves sportives représente un budget de 1 446 €. Je vous propose d'allouer une subvention exceptionnelle de 1 000 € à l'association pour participer aux frais générés par ce déplacement qui permettra à Jessica de défendre ses titres et les couleurs de notre ville. Les crédits nécessaires seront inscrits à l'article 65-74 sous fonction 40 du budget principal. Bien. Madame Zulita. Bonsoir. Bonsoir. Nous n'allons pas rappeler ici le parcours exceptionnel de cette jeune andaillaise qui a réussi à être 2 fois consécutive championne du monde d'aviron de mer. Pourquoi ne pas lui accorder la totalité des 1 446 €? Nous savons tous comment elle s'est investie l'an dernier pour trouver des fonds complémentaires. D'ailleurs, notre groupe, un peu honteux de voir la décision prise par le reste du conseil municipal de lui accorder que 1 000 € sur les 1 700, notre groupe donc lui avait donné le complément. Ces 446 € sont ici difficiles à trouver dans notre budget municipal, où le curseur est bloqué à 1 000 €. Avons-nous beaucoup de champions du monde à Handaï? Elles portent nos couleurs, dites-vous, oui, mais aux 2 tiers, c'est-à-dire à hauteur de la subvention que vous proposez. Si vous maintenez votre subvention à 1 000 €, nous voterons contre. Mais que ce soit clair, nous sommes pour une subvention de la totalité, soit 1 446 €. Merci de votre attention. Bien, moi je crois qu'effectivement nous versons aujourd'hui, on vous propose de verser à Ndaïka 1 000 € sur les 146 et on pense que sincèrement Ndaïka ne devrait pas trop ramer, c'est son métier, pour dégager les 446 € qui manqueraient à Jessica. Oui. Jessica qu'on apprécie beaucoup. Jessica qu'on apprécie beaucoup. Et j'ai dit pour faire un peu de géographie, puisque je crois que notre ami Peyo Brifaucan avait fait autrefois, je me risque un petit peu à dire que ne nous mentons pas, et Monaco n'est pas non plus le Pérou. Voilà. Et je vous demande de passer au vote, s'il vous plaît. Qui accepte cette délibération? Qui vote contre? Et qui s'abstient? Merci. Prochaine délibération, donc Christian Casalis, sur le jumelage. Comité de jumelage, subvention complémentaire. Handaï Arquedas Navarre ont entrepris de nouer des relations culturelles qui pourront les conduire à se jumeler. Des délégations des 2 villes se sont visitées et le feront à nouveau, telle la participation d'élus handaïais aux fêtes d'Arquedas le 6 août prochain ou la réception d'un groupe musical navarrais lors de Irivestin. La subvention allouée au comité de jumelage ne prévoyait pas ces dépenses de réception et de déplacement. Je vous propose ainsi d'allouer au comité de jumelage une subvention complémentaire de 1 500 €. Les crédits nécessaires seront prévus à l'article 65-74 sous fonction 04 du budget principal. Des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui accepte? Vote contre?
information. Merci. Demande d'avis de la commune par la SBB au titre des cartes de bruit. Donc la parole est à Madame Chantal Quéré-Cotenson. Conformément à l'article L572-4 du Code de l'environnement, qui transpose la directive européenne 2002-49/CE, des cartes de bruit doivent être établies et ont pour objectif de fournir des données sur l'exposition au bruit des populations, d'informer le public, puisque les cartes sont annexées au PLU, et de servir de base à l'élaboration de plans d'action le cas échéant. La communauté d'agglomération Sud Pays Basque a confié la mission d'établir les cartes de bruit puis les plans de prévention du bruit dans l'environnement pour toutes les communes de l'agglomération au cabinet SCE. Après une analyse du territoire, 4 familles de cartes de bruit sont définies. Les cartes de type A, les zones exposées au bruit à l'aide de courbes isophones de 5 en 5. Les cartes de type B, secteurs affectés par le bruit, classement des infrastructures de transport terrestre affectées par le bruit arrêtées par arrêté préfectoral. Les cartes de type C, zones où les valeurs limites du bruit sont dépassées. Et enfin, les cartes de type D, les évolutions de niveau de bruit connues ou prévisibles au regard de la situation de référence, spécifique donc à l'autoroute. Et Hendaye n'est pas concerné. Pour chaque commune, un dossier de carte du bruit a été établi. À noter que pour Hendaye, les dépassements des seuils des bruits zones aéroportuaires n'ont pu être calculés en l'absence de données communiquées par les autorités compétentes. Ces cartes du bruit sont réexaminées tous les 5 ans, le cas échéant révisées. Il vous est donc proposé ce soir de donner un avis favorable sur les cartes du bruit transmises par l'agglomération Sud Pays Basque et de mettre une réserve concernant l'absence de données pour l'impact sonore de l'aéroport de Nouvel-Rivia. Oui, Monsieur Beaujouclos. Merci. Donc c'est une très bonne initiative. En effet, cela permettra aux personnes qui investissent dans des biens se trouvant dans des lieux pouvant être bruyants de le savoir avant d'acheter et d'y vivre. Il sera alors par la suite compliqué de se plaindre de ne pas être au courant de la présence d'un lieu de vie, bar ou autre, à côté de chez soi, et par la même occasion de gâcher la vie des Hendaillais qui ont leur habitude, en appelant constamment les forces de l'ordre, qui à mon avis ont des choses bien plus importantes à faire. Et j'espère que la caméra ne fera pas trop de bruit non plus. En tous les cas, elle ne vous coûtera rien. Je rappelle que vous avez refusé de la prendre en charge. Alors, bon, j'ai pris la liberté d'en mettre une, et puis on n'est pas toujours, nous, prévenus quand on a des papiers qui tombent sur la table, donc on ne peut pas toujours tout prévenir. Des fois, on décide au dernier moment, vous savez bien. Je crois que là, on ne va pas faire de commentaires. À ton commentaire, ça n'en vaut vraiment, mais vraiment. Posez les feuilles de papier Non, donc ça n'en vaut pas la Très peine. bien. Monsieur Lestruau. Monsieur le maire, d'abord je m'excuse vis-à-vis de Jean-Michel d'avoir interrompu. Vous êtes revenu sur une délibération. Avant de continuer sur celle-ci, j'ouvre une parenthèse. Je considère que quand on a la conscience propre, on ne vient pas une heure après sur une première délibération. Voilà. Donc un complément de ce que vous allez me dire ce que vous dites, ce que vous racontez, parce que vous racontez n'importe quoi. D'accord. Ok, donc en complément de ce que vient d'énoncer précédemment et à juste titre mon collègue Payot, je voudrais revenir sur la réserve concernant l'absence de données pour l'impact sonore de l'aéroport d'Hondaye. Déjà en avril 2015, lorsque Hendaye a établi le plan communal de sauvegarde, l'aéroport n'avait pas été inclus dans les risques d'accident. Nous savons tous ici que le couloir d'approximation et de décollage de l'aéroport est situé sur le quartier de Hendaye-Plage et que cette donnée est valable pratiquement sur plus de 70% des opérations de rotation et que l'aéroport de Hondaye est considéré comme le deuxième plus dangereux d'Espagne. Nous ne pouvons donc pas faire abstraction de cet aéroport qui, en termes de bruit, impacte l'ensemble des quartiers de notre ville. Le journal officiel du 25 janvier 1994 précisait déjà dans son article 1er, que je cite, la liste des aérodromes civils et militaires non classés selon le code de l'aviation civile en catégorie A, B ou C, devant être dotés d'un plan d'exposition au bruit et complété comme suit, et il précisait aérodrome de Fontarabie, pays Espagne. Vous aviez vous-même mandaté en 2007, en tant que maire de l'époque, une étude de bruit concernant l'aéroport de Fontarabie. Le relevé des informations indiquait des seuils de niveau sonore élevés pour la seule phase de décollage 35 décibels, lorsque les avions chauffent leur moteur 79 décibels lorsqu'ils prennent de la vitesse et 90 décibels au décollage. La configuration géographique des lieux fait que plus de 60% des nuisances sonores sont subies sur les territoires français, en partie sur Hendaye. Des réunions de travail ont eu lieu des deux côtés de la frontière et en novembre 2009, la commission mixte interdépartementale s'était réunie
afin de remettre à plat la compréhension de l'accord du traité franco-espagnol du 18 mars 1992, signé entre l'État français et espagnol. Toute différente interprétation serait soumise au ministère des Transports des pays respectifs. La fiche 6 du compte rendu demandait clairement un respect des nuisances sonores. Vous étiez, monsieur le maire, personnellement présent à cette réunion de travail en tant que vice-président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques. Aujourd'hui, en tant que maire d'Hendaye, pouvez-vous nous dire où nous en sommes, car l'étude de bruit sur Hendaye sera incomplète si l'aéroport n'est pas pris en compte. Le cabinet SCE devrait se poser la même question et nous aider peut-être à obtenir les données nécessaires à la bonne conduite de l'étude. Merci. Alors, je ne voudrais pas faire de jeu de mots, mais je vois que la présence de caméra te donne des ailes ce soir particulièrement. Voilà, donc allons-y, on est parti dans un florilège. Donc, si tu as bien vu la délibération, en fait, on émet une réserve sur le fait que nous n'avons pas les données. Donc ces données-là, on ne les décrète pas, on ne les invente pas. À partir du moment où elles ne sont pas à notre disposition, et à partir du moment où elles ne sont pas non plus à la disposition de l'agglomération Sucrine Basque, nous émettons une réserve et c'est ce pourquoi nous vous demandons de prendre la délibération avec nous, particulièrement ce soir. Ensuite, on ne va pas revenir sur l'histoire de l'aéroport de Fontarabie. Je pense que tout le monde dans cette salle en a beaucoup entendu parler. Monsieur le maire, effectivement, à l'époque, dans son précédent mandat, avait fait le nécessaire pour interdire les survols. Après, tout le monde n'a pas pris les mêmes délibérations. Il n'y a pas eu tout à fait de continuité républicaine dans ce domaine-là. Le PLU, effectivement, qui n'est pas notre PLU, et le PLU qui a été voté en 2010, ça y est, oui, 2010. Ce PLU, donc, effectivement, a été voté sans ces cartes de bruit. Et à l'époque, personne ne s'en est ému. Donc, voilà. Donc, on va essayer de revenir et de se reconcentrer sur notre délibération et on vous demande de voter avec nous la réserve qu'on va émettre sur donc, cette carte de bruit. Voilà. Chantal, pour éviter tout malentendu, bien sûr qu'on va voter pour, c'est clair, mais c'est pas être contre le fait de dire qu'est-ce qu'on peut faire, et c'est pas simple, on ne dit pas ici que c'est simple, mais c'est quelque chose qui est là. C'est mettre une réserve par rapport à cette oui, d'accord, nous sommes d'accord, mais la réserve, chaque fois on met une réserve, soit vous ou vos prédécesseurs, quelque part on est impuissant, donc est-ce qu'il y a moyen de faire bouger les lignes par rapport à quelque chose qui normalement est légitime. Donc c'est deux pays différents, mais on se doit de l'obtenir, même si c'est très difficile. Alors sincèrement, je pense que si on n'avait que des soucis avec l'aéroport, tout irait bien, d'accord. On a beaucoup de soucis avec le fait qu'effectivement on soit transfrontalier. C'est pas, on ne découvre pas ça ce soir. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est effectivement un des soucis. L'Aglo du Pays Basque nous demande et rédige une carte de bruit et nous émettons une réserve pour dire que nous ne sommes pas complètement d'accord avec ce qui nous est présenté. Voilà, c'est un des moyens de levier. Si tu en connais d'autres, on est preneur. Surtout, n'hésite pas. Voilà, donc ce soir, c'est la délibération qui vous est proposée de dire que nous sommes d'accord, sauf à l'exception de la réserve que nous émettons tous ensemble, si vous voulez bien. Voilà, et juste une information peut-être qui est relayée dans la presse Ultruminasso depuis 48 heures. Eh bien, effectivement, l'Europe rappelle à l'Espagne, concernant l'aéroport d'Hondarribia, qu'il faudrait qu'ils réduisent leur longueur opérationnelle de 300 mètres. Et semble-t-il, ça pose effectivement deux gros problèmes à Hondalibia, parce que s'ils réduisent la longueur opérationnelle, il ne s'agit pas de raboter la piste, mais je l'ai compris, de travailler sur la longueur sur laquelle les avions pourraient atterrir ou décoller, ça ferait baisser l'activité de l'ordre de 16%, ce qui viendrait, je dirais, soulager aussi pas mal les Andaliers qui souffrent aujourd'hui incontestablement de ces nuisances sonores. Bien, je propose la délibération au vote. Qui accepte la délibération? Qui vote contre? Ou qui s'abstient? Merci. Dernière question concerne l'accessibilité, donc le recensement des logements et des établissements recevant du public. Donc l'agglomération sur Pays Basque propose de réaliser gratuitement pour le compte de la commune la tenue à jour de la liste des établissements recevant du public qui ont élaboré un agenda d'accessibilité et des établissements accessibles aux personnes handicapées et personnes âgées, ainsi que le recensement des logements accessibles à ces mêmes personnes. Cette mission sera facilitée par la commune,
qui adressera à la communauté d'agglomération sur Pays Basque les documents en sa possession concernant les projets d'agenda d'accessibilité, les attestations d'achèvement de travaux concernant les établissements recevant du public. Donc une convention fixe les modalités de ce transfert de mission à l'agglomération. Cette convention est jointe à la délibération. Donc il vous est proposé ce soir de confier à la communauté d'agglomération Sud Pays Basque la mission de tenir à jour la liste des établissements recevant du public accessibles aux personnes âgées et handicapées, ainsi que le recensement des logements accessibles situés sur le territoire de la commune, et d'autoriser M. le maire à signer la dite convention de transfert de mission et toute pièce s'y rapportant. Question? Pas de question? Vote. Qui approuve? Vote contre? Abstention? Je vous remercie. La séance est levée.